statut des femmes demeure une question d'interprétation, il reste fragile ce statut et des retours de manivelle sont possibles. Il y a assez de pays pour en témoigner, assez de cas dans les pays musulmans pour en témoigner. Des cas comme le Yémen, que je vais aborder, l'Iran, que j'aborderai un peu plus tard, l'Afghanistan, que j'aborderai plus tard, l'Égypte, d'une certaine manière, mais en tout cas, de manière générale d'ailleurs, que ce soit en pays musulmans ou en pays non musulmans, il reste quand même vrai que les acquis des femmes restent quand même fragiles. Imaginez tout le débat qu'il y a eu, par exemple, autour de l'avortement en Espagne récemment. Que politique et religieux sont imbriqués, eh bien, une réelle égalité est difficile. Ici, il s'agit d'une conviction, mais que l'on pourrait débattre, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a dans le monde musulman, mais également dans le monde non musulman, où il y a des populations musulmanes, des courants de féministes islamistes qui discuteraient ce que je dis. Et troisième point, je suis convaincue que la laïcité, ou en tout cas la séparation du religieux et du politique, permet de parvenir à un statut égal. Ce n'est pas la condition suffisante, mais c'est une condition importante. D'abord, des questions de définition, dans le sens où, lorsque l'on parle de laïcité dans le monde musulman, il n'y a pas réellement de traduction précise ou telle quelle du terme, et souvent dans beaucoup de pays on emploie tout simplement le terme laïcité avec l'accent du pays dans la séparation du politique et du religieux. D'une certaine manière également, la laïcité telle que nous l'entendons ici n'a pas vraiment de sens, et en tout cas pas chez la majorité de la population. Quand on regarde politiquement et historiquement, les partis communistes, évidemment, y ont fait référence, les partis baathistes y ont également fait référence, mais à part ces mouvements-là, on parle peu de laïcité, bien sûr. Bien sûr, il y a eu des exceptions connues comme Kemal Atatürk, il y a eu l'exemple du néo-despotisme de Bourguiba, ou les pays d'Asie centrale, indépendants aujourd'hui, qui sont issus de l'effondrement de l'Union soviétique, où on a parlé de laïcité. Mais en gros, dans le monde musulman, on préfère parler de sécularisation. À croire que le terme de laïcité fait peur, et surtout, il est souvent interprété comme non-croyant, et être non-croyant dans le monde musulman est encore considéré de manière suspecte, mais c'est également le cas aux États-Unis. Dans le monde musulman, la coexistence religieuse a toujours existé, en fait. Il n'est pas sûr que nous puissions parler de sécularisation, mais il y avait ce statut de dhimmi qui a toujours existé dans le monde musulman, qui évidemment au XXe siècle et un peu plus tôt a disparu, mais qui était cette coutume par laquelle les religions révélées et les religions acceptées par l'islam, en tout cas les croyants, devaient payer une taxe, et donc par rapport à cela, et pouvaient vivre tranquillement. Certains dirigeants, certains roitelets qui naissaient dans le monde musulman, finalement, se passaient totalement de la légitimation du calife et réclamaient leur autorité tout simplement
simplement directement de Dieu. Donc la solution pour Ibn Taymiyyah a été d'essayer de dire qu'il fallait qu'on montre les deux, et c'est donc lui qui est le père spirituel, en tout cas, de beaucoup de théoriciens de la fin du XIXe jusqu'aujourd'hui. Et on peut dire aussi, qu'en ce qui concerne les liens entre politique et religion, jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans le monde sunnite en tout cas, il n'y a pas eu de théorie extrêmement pertinente ou de grands théoriciens, disons, de cette question. Et d'une certaine manière, c'est l'histoire qui, encore une fois, explique le peu de questionnement, la place du religieux dans l'histoire du monde musulman. Parce que, rappelez-vous, on ne va pas faire d'anachronisme, cette question de la laïcité, si elle se pose à partir du XVIIIe siècle dans le monde occidental, en Europe en particulier, eh bien, dans les luttes contre les problèmes économiques qui vont apparaître en particulier dans les années 80 avec l'imposition d'un ordre néolibéral, l'économie du marché qui va faire énormément de mal et dans le monde musulman et dans les pays en développement, mais peut-être au-delà, eh bien c'est toujours le religieux qui a pris les devants pour se battre. Et donc en fait finalement le religieux a dans la population une image plutôt positive. Et ce n'est jamais la laïcité qui a été évoquée dans les combats que je viens de citer, et en particulier pas dans les sociétés arabes. Cela ne veut surtout pas dire, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, cela ne veut pas dire que les sociétés arabes n'ont pas engendré des courants laïques, et ces courants ont toujours été minoritaires, et leur rayonnement de ces courants laïques n'a pas été tel qu'ils puissent favoriser un enthousiasme par rapport à la laïcité. Que finalement, les femmes et les mouvements favorables à l'émancipation des femmes dans le monde musulman naissent à peu près à la même période que dans les pays occidentaux. Et en fait, ces mouvements ont surtout débuté en Égypte avec une personnalité phare féministe, en quelque sorte, pionnière du féminisme égyptien, qui était Huda Sha'rawi. Étant donné sa position, elle va fonder un premier dispensaire accompagné d'une école qui va donner des enseignements aux filles. Et puis ce dispensaire, ces actions vont être parrainées par les dames de la haute société égyptienne. Et on peut évidemment voir que beaucoup de ces mouvements qui sont pour la laïcité, qui sont pour la lutte des femmes, sont souvent des mouvements qui sont circonscrits dans des classes sociales quand même plutôt favorisées. Mais c'est quand même un mouvement qui se développe. Et en 1919, eh bien, elle va créer la Société de la femme nouvelle et puis plus tard l'Union féministe égyptienne. En fait, à la fin du XIXe siècle, il y a eu des mouvements donc, qui essayaient de réadapter l'islam en tenant compte des changements sociaux et libérer les femmes d'un patriarcat qui était sacralisé par la religion. On ne parle pas de séparation réellement, mais d'adaptation de l'islam à la fin du XIXe siècle. Et ceci, ça va être un débat qui va continuer tout au long de l'histoire du monde musulman et jusqu'aujourd'hui. Et on voit bien que dans des pays, par exemple, comme l'Algérie, eh bien, cela a fait l'objet de luttes entre les traditionalistes et les modernistes. Et d'ailleurs, dans cette lutte entre les traditionalistes et les modernistes, la place de la femme reste toujours quelque chose de très important.
Dans le monde musulman, de manière générale, les luttes des femmes se faisaient, et se font encore, sur un terrain juridico-politique, pour une réforme ou pour une abrogation du statut personnel et l'instauration de lois égalitaires. Et de manière générale, dans la lutte des femmes, la confrontation, et on le voit encore aujourd'hui, n'est pas avec le religieux, à savoir l'islam, mais avec une interprétation politique rigoriste et rétrograde du religieux. Là, c'est vraiment le discours des féministes islamistes que je suis en train de relater. Donc, ce qui est finalement en grande partie revendiqué et dénoncé plutôt par les femmes, c'est l'instrumentalisation politique de la religion par des États, en particulier les États arabes, qui, d'une certaine manière, veulent se légitimer en l'absence de démocratie et ont pris en otage les femmes. Alors, on doit aussi dire que dans la plupart des constitutions des pays arabo-musulmans, l'islam a été religion d'État et religion d'État. Le droit musulman y est une source principale, voire la source principale du droit, uniquement pour le droit de la famille et le droit successoral, ainsi que pour le droit pénal dans certains pays comme l'Arabie Saoudite. Mais il faut quand même bien constater que dans tous les autres niveaux, les États fonctionnent comme n'importe quel État à l'échelle internationale et que les pays musulmans n'ont eu aucun problème à adapter la religion ou à la laisser à l'écart dans des domaines qui touchaient l'économie, les finances, les réformes industrielles, que sais-je. C'est vraiment au niveau des femmes que cela a surtout coincé. En Tunisie, on peut dire que la tradition, musulmane en particulier, a été mise au service de la modernité, dans le sens où le religieux n'a pas été mis à l'écart, mais on a introduit des changements tout en disant que c'était légitimé que c'était une interprétation, disons, du religieux, et les changements ont été importants. Des pays comme l'Algérie et le Maroc, ce sont des pays où on a codifié le droit des femmes dans la famille. La codification des droits, c'est déjà aussi une avancée, même si des discriminations persistent. Alors, il y a, à côté de ces pays, d'autres comme le Liban, l'Égypte ou le Yémen, où la tradition a pu aller à l'encontre de la modernité, dans le sens où les traditions ont pu empêcher l'évolution des droits dans le sens d'une émancipation totale. Et puis, il y a les pays avec lesquels je vais terminer ma présentation, des pays comme le Yémen, comme l'Iran ou comme l'Afghanistan, qui ont été des pays qui ont vécu dans les années 60, mais déjà en ce qui concerne l'Iran et l'Afghanistan au début du XXe siècle, de grands bouleversements qui allaient dans le sens de beaucoup de droits accordés aux femmes. Je vais passer le début du XXe siècle, mais dans les années 60, que ce soit au Yémen, que ce soit en Iran, que ce soit en Afghanistan, j'insiste sur l'Afghanistan parce que la situation de l'Afghanistan est vraiment assez particulière aujourd'hui. Ce sont des pays qui ont accordé aux femmes le droit d'éligibilité et le droit de vote. Dans les années 60, c'est quand même pas mal pour des pays musulmans. Ce sont des pays où les constitutions ont accordé beaucoup de liberté et d'égalité entre les hommes et les femmes, dans le couple,
en matière d'interdiction de polygamie, en matière de droit de garde des enfants, et j'en passe. Mais ce sont des pays où des événements politiques ont tout bouleversé. Le Yémen, c'est quand les deux Yémen étaient séparés. Lorsqu'il y a eu la réunification des deux Yémen en 1990, eh bien, tout ce qui était code familial a été tout simplement abrogé et tous les droits accordés aux femmes ont été carrément mis à l'écart. Le départ des soviétiques et avec l'avènement de gouvernements plus ou moins islamiques. C'est intéressant de voir que des pays comme l'Iran et l'Afghanistan, qui n'étaient pas des républiques islamiques, sont devenus des républiques islamiques où c'est le droit religieux qui régit le statut des femmes, et donc où on voit un retour en arrière extrêmement significatif. Également, avec tout ce que j'ai dit, que le statut des femmes dans la famille reflète le poids de la tradition, d'une part, et la fragilité de la modernisation aussi de ce statut. C'est ce qui, par exemple, explique que tous les États musulmans ont ratifié la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le fameux sigle, la CEDAW, mais tous les pays musulmans ont aussi formulé des réserves par rapport à certaines dispositions de ce code, de cette convention internationale. Et évidemment, vous devinerez que les réserves concernent toutes le statut des femmes dans la famille.